Émission du 14 février 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous nous penchons sur cette nouvelle qui a fait beaucoup jaser en début de semaine, la hausse marquée des cas de VIH au Canada. Nous recevons le directeur général de l'organisme Réseau, Alexandre Dumont-Blais. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, alors Alexandre, pronom il, lui, accord masculin. Je suis le directeur général de l'organisme Réseau et j'y travaille depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire reconnaître les acquis du passé, reconnaître les traumas que les communautés vivent et ont vécu et travailler ensemble entre nous, intercommunautés, mais aussi avec la société pour faire avancer les choses et lutter contre la stigmatisation et surtout faire avancer les lois, les droits qui ne sont pas encore acquis au Québec, au Canada, partout. Et est-ce que vous l'aviez vu venir, cette augmentation de 25 % des cas de VIH? Je vous dirais qu'on se lève pas le matin en se disant est-ce qu'il va y avoir des statistiques aujourd'hui, des nouvelles statistiques qui vont être dévoilées. Donc, vu venir, je dirais à moitié, dans le sens où on est au fait des statistiques à toutes les années qui peuvent sortir. On n'est pas tombé en bas de notre chaise dans la mesure où, bien sûr, quand on parle d'une augmentation sur 10 ans, c'est chaotique, c'est problématique. En ce qui concerne les communautés que l'organisme Réseau rejoint, donc les hommes LGBTQ et personnes trans qui ont des relations avec des hommes, pour les chiffres pour 2022, on parle de 108 cas sur un total de 310 à Montréal. Cette proportion fluctue dans le temps en fonction de plusieurs facteurs qu'on pourrait débattre pendant des heures, mais ça nous rappelle l'importance de parler d'éducation à la sexualité, de vérifier pourquoi dans certaines provinces, dans certaines régions, il y a un meilleur accès à la PrEP ou il n'y a pas d'accès à la PrEP, ou il y a un meilleur accès au dépistage ou il n'y en a pas. Donc moi, je pense que c'est plutôt l'occasion et l'opportunité de mettre, je m'excuse l'expression, le spotlight sur l'actualité du VIH en ce moment. On en reparle dans quelques instants. Et puis, nouveauté cette saison à tous. Chaque semaine, un ou une humoriste sera avec nous pour vous offrir un billet d'humeur sur un sujet d'actualité ou de société. Et pour ouvrir le bal ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Trana Wintour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Mes pronoms sont elle, ella, ella. Me décrire, honnêtement, c'est trop difficile. Même sur les dating apps, je sais jamais quoi écrire pour me décrire. Mais mettons physiquement ce soir. Physiquement, j'ai très chaud en ce moment. Cette laine est trop... c'est trop. Oui, il faut s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Ça veut dire être cool et meilleur que les hétéros. Et puis, comme c'est la Saint-Valentin, on va parler de dating ce soir et d'application de rencontres. Le postdoctorant en communication à l'Université de Concordia, Christopher Ditzel, sera avec nous. Et en culture, chronique cinéma avec Parfaite Mouswanga. Elle nous présente le deuxième film du réalisateur québécois Koalé sur les communautés LGBTQ+, au Vietnam, et aussi le festival Transcendance dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs. Et moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée, où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, j'ai gardé mon look de vernis Galaxy. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, il est encore pas pire, quelques éclats, mais j'avais envie de le voir avec les spots du Normandie. Vous voyez, ça scintille, voilà. D'ailleurs, celui qui a baptisé mon look est dans la salle. Merci, Marc-André. Et j'ai une chemise rouge fleurie sous un chandail blanc. Nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Le chiffre est quand même frappant. 25 % de hausse des cas de VIH entre 2021 et 2022 au Canada. Ça veut dire 1830 nouveaux cas en un an, soit 360 de plus que pour l'année précédente. Alors, c'est une augmentation qui n'avait pas été observée depuis plus de 10 ans au pays. On en discute avec Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l'organisme Réseau, qui offre des services d'éducation et de prévention du VIH et autres ITSS. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans les derniers jours, on a beaucoup entendu des voix dénoncer le manque de sensibilisation, le manque d'éducation sur le VIH. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Complètement, complètement. Et je veux d'entrée de jeu aussi nommer que je suis ici aujourd'hui pour parler
de mes observations, de mes équipes de travail à l'organisme Réseau avec les communautés que Réseau dessert depuis 30 ans, donc les hommes GBQ et personnes trans, qu'on avec des hommes. Je ne peux pas donner les spécificités de toutes les communautés au Canada, mais par contre, peu importe où on est au Canada, c'est quoi l'éducation à la sexualité, c'est quoi l'accès aux stratégies de prévention qui fonctionnent dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes dans le monde aussi. Donc, clairement, oui, je suis d'accord. Parlons de sensibilisation, d'éducation dans les écoles, notamment auprès des jeunes. Vous avez des sexologues dans votre équipe de Réseau et ils avaient déjà commencé à observer des changements sur le terrain qui n'étaient pas vraiment dans le bon signe, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. À travers les années, on fait de l'intervention communautaire, mais on a la chance, à travers les années, d'avoir des employés, des fois, qui ont des formations en sexologie, en travail social et tout ça. Et je veux dire, c'est assez clair là, sur un 10 ans d'observation que l'éducation à la sexualité au Québec a changé. Puis encore là, qu'est-ce que ça a déjà été? Qu'est-ce que ça a été? On pourrait poser la question à tout le monde ici. Ça a été quoi votre éducation il y a 10, 15, 20 ans à l'école sur la sexualité? Donc, le rapport à la sexualité aussi, on peut aussi parler de santé mentale, le consentement, les comportements adéquats dans un contexte de sexualité. Mais si on regarde que les ITSS, VIH, c'est quoi les mesures c'est quoi les stratégies de prévention? Comment gérer le risque avec ses partenaires aussi? Comment aborder ces sujets-là? On reçoit des fois des questions encore à l'organisme dans un contexte de demande d'information qui nous ramène à cette question. Mais quelle a été l'éducation de la personne sur ce sujet-là? Parce qu'on revient en arrière. Des fois encore, on peut penser que le VIH va se contracter de telle ou telle façon, alors que non. On croit qu'on a quand même avancé sur des choses, sur un certain niveau d'information sur le sujet. Mais l'éducation générale à la sexualité est un enjeu qui doit être clairement amélioré dans les cursus scolaires, dans les écoles, exactement, au-delà des campagnes de sensibilisation. Une affiche sur un mur peut jouer son rôle, mais il faut aussi que ça fasse partie de l'éducation qu'on donne à nos jeunes complètement, parce qu'on voit une banalisation, surtout chez les jeunes, du sujet, des ITSS qui sont traitables. On peut se dire, bon, OK, mais le VIH, en ce moment, n'est pas traitable. On peut avoir un traitement, mais n'est pas curatif pour l'instant. On le souhaite, bien sûr, mais je pense qu'il y a eu une certaine banalisation, clairement. Puis, avec toutes les stratégies existantes, on se pose encore la question pourquoi. Donc, il faut agir sur plusieurs fronts. On a parlé de l'éducation dans les écoles. On parle aussi de campagnes de prévention. Ça, c'est une autre chose aussi. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Dr Régent Thomas aussi, qu'on a entendu cette semaine, disait la même chose. Il en faut, et il en faut, en fait, qui soit organisé par le gouvernement, là, pas juste par les organismes communautaires. Exact. En fait, les organismes communautaires, pas juste Réseau d'ailleurs, il y a plein d'autres organismes à Montréal qui savent de quoi ils parlent, ont l'expertise sur le terrain, font de l'intervention sur le terrain, c'est du grassroots, savent quoi faire, mais quand ton budget pour diffuser ta campagne à Montréal, c'est quelques milliers de dollars, on s'entend qu'on ne va pas très loin et longtemps dans le calendrier de publication. Donc, on rêve, on souhaite que le gouvernement, que les instances mettre le sujet au jour. Pendant les fêtes, pendant mes vacances, j'entendais des messages à la radio sur la santé mentale, sur la consommation. N'hésite pas à consulter ou à aller voir des ressources. Pourquoi on n'a pas des messages comme ça sur le VIH? Il y en a déjà eu dans le passé? Probablement. J'étais peut-être jeune à ce moment-là, je ne m'en souviens pas. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais comment rendre le sujet de façon nationale ou provinciale à ce point important que ça fasse partie des programmes de campagne large public, je pense que ça reste une importance en plus du travail communautaire. Une des pistes nommées dans le plan d'action déposé par la Fondation de la recherche sur le sida la semaine dernière, c'est la mise sur pied de services culturellement adaptés. Qu'est-ce que ça veut dire et qui on cherche à rejoindre avec ça? Bien, ce que nous, on remarque, en fait, puis plusieurs études le démontrent depuis longtemps, il faut que les interventions soient adaptées aux communautés sur différents aspects. L'aspect de l'intersectionnalité. Donc, nous, en Réseau, on a développé un programme après avoir fait des études, une analyse des besoins, un programme destiné aux hommes noirs LGBTQ, qui est un groupe de soutien de discussion réservé spécifique, offert évidemment par un homme noir de notre équipe, pour aborder des sujets qui, culturellement, dans leur
habitudes n'est peut-être pas abordée de la même façon qu'avec les autres personnes de nos communautés. Mais c'est aussi tout simplement quand on va chercher un dépistage, quand on va chercher un soin de santé, en fonction de notre genre, de notre identité, bien, que ça soit lié. Si la personne qui offre le soin, que ce soit dans une institution de santé de soins publics, à une personne et présume son genre sans vérifier ou sans intégrer ça dans son screening médical, je m'excuse l'expression, le mauvais service peut être offert puis peut causer des traumas à la personne. Ça, il y a des personnes trans qui nous ont rapporté des situations comme ça. Donc, je pense culturellement adapté sur différentes facettes des communautés, parce que sinon, ça va créer une barrière puis un frein envers le service offert, puis la personne peut ne pas aller vers ce service pour pas recréer des traumas ou des difficultés dans l'obtention de service, alors que recevoir un soin de santé, ça fait partie des chartes, ça fait partie des droits qu'on a comme société. Donc, nous, on milite fort sur l'adaptation des services à nos communautés, à risque qu'on rejoint. Et ça va très loin dans le service sur le formulaire d'accueil, sur les questions qu'on va poser aux personnes pour que la personne se sente à l'aise de partager ce qu'elle vit sur ses pratiques sexuelles en fonction de ce qu'elle est comme personne et ne pas être jugée, bien sûr, par rapport à son identité de genre, à son orientation sexuelle ou à ses pratiques sexuelles. Vous cherchez en fait à joindre les personnes qui en ce moment vous échappent. C'est un peu ça, quand on s'est parlé un peu plus tôt, que vous me disiez. Oui. J'ai été quand même surpris d'apprendre dans le rapport qui a été publié la semaine dernière qu'il y a plus de cas de transmission par des contacts hétérosexuels que par contact sexuel entre hommes. C'est 39 pour les contacts hétérosexuels contre 35 pour la deuxième catégorie. Vous travaillez auprès d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les ARSA. C'est ça? C'est le terme de santé publique que j'aime pas utiliser. C'est des hommes qui s'identifient gays, bisexuels, queer et personnes trans qui ont des relations avec des hommes. Donc, un petit acronyme technique. Vous n'avez pas accès à un portrait plus détaillé sur les sources de contamination. Pourtant, ça vous serait utile dans votre travail. Pourquoi vous n'avez pas ce portrait-là plus détaillé et comment ça pourrait vous aider vraiment sur le terrain? Bien, les statistiques officielles qu'on reçoit chaque année, soit dans le portrait de ITSS-VIH, l'INSPQ ou des données de santé publique, on a quand même certaines données sur des communautés affectées en fonction des termes de santé publique. Après ça, à l'intérieur de cette communauté, c'est qui, c'est quoi les profils de ces personnes-là. Effectivement, c'est difficile parce qu'en fait, la façon que les informations soient documentées par le système au niveau de le VIH, il faut rappeler que c'est une déclaration, c'est une maladie de déclaration obligatoire. Donc, lorsqu'un infirmier médecin a un diagnostic positif, ça doit être déclaré selon une procédure dans le système pour qu'on puisse, après, dans les données annuelles, savoir qui. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de comment c'est documenté, quelle information, puis aussi, qu'est-ce que la personne veut bien dire sur elle-même lorsqu'elle fait son dépistage. Il y a aussi ça. On revient à tantôt à l'adaptation des services, puis au fait, est-ce qu'on a l'aisance de tout dire sur soi, puis de parler de soi? Quelle information de ça qui est documentée. Puis sinon, au sens plus large sur la question, dans nos observations, c'est sûr qu'on a des indicateurs comme, par exemple, les personnes qui consomment des substances dans un contexte de chemsex ou non. C'est sûr que si, dans un certain moment donné dans sa vie, la personne, elle est désorganisée pendant un certain moment, mais c'est certain qu'elle peut ne pas avoir pris les stratégies requises en fonction de ses pratiques à ce moment-là, ou l'avoir fait, mais avoir cessé, ou être sur un traitement VIH, mais ne pas l'avoir pris pendant une certaine période. Donc, la personne qui était indétectable, intransmissible, redevient indétectable, transmissible. Mais ça reste quand même, statistiquement parlant, j'ai pas de chiffres pour dire que ça prend une proportion. C'est juste un facteur parmi tant d'autres qui, nous, on le voit dans nos interventions, c'est en fonction de ce que les gens nous disent sur leur vie. On fait des liens entre les nouveaux cas, certains nouveaux cas, puis certaines pratiques et tout ça. S'il y avait un meilleur suivi, une meilleure enquête, ça vous permettrait, vous, de mieux cibler vos interventions, c'est ça? Clairement. Okay. Puis Réseau participe depuis longtemps à toutes sortes d'études, à toutes sortes de projets de recherche, dont le projet Engage, là, qui a eu un café scientifique récemment pour essayer de creuser, justement, en faisant des enquêtes avec des personnes de nos communautés. On a appris que la PrEP n'est pas assez utilisée à Montréal, alors que c'est une stratégie gagnante qui a été gratuite dans plein de grandes villes dans le monde. Bon, mais oui, c'est ça. Parlons-en de la PrEP. On arrivait juste là, parce que c'est un outil de prévention formidable quand même. C'est l'équivalent d'un vaccin, si on peut dire. C'est juste que c'est un vaccin oral qu'il faut prendre en continu. Mais il y a des enjeux sur l'accès aux médicaments, sur son impact sur la banalisation du virus. Ça a interpellé votre organisme récemment. Vous en avez parlé, entre autres, avec cette recherche Engage. C'est quoi
en ce moment là, l'enjeu principal avec la PrEP? C'est son accès? Est-ce que ça devrait être gratuit? Oui, ça devrait être gratuit, mais bon, ça, dans le microcosme communautaire, VIH, stratégie, c'est pas tout le monde qui pense et dit la même chose, mais nous, on milite pour un accès à la PrEP amélioré, donc soit gratuit, soit proportionnel aux revenus, ou peu importe, qu'il y ait un programme, parce qu'en ce moment, le générique Truvada, pris à tous les jours, c'est un montant mensuel entre 55 et 65 dollars qu'on doit payer si on a une assurance collective médicaments au travail qui paie 80 ou le régime public qui paie 80 mais si on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Puis, donc, oui, PrEP gratuite, un meilleur accès, et je pense que dans d'autres provinces au Canada, peut-être aussi un enjeu, c'était l'accès à ça. Puis l'accès autant du coût, mais l'accès en termes, est-ce que la personne professionnelle de soins qui fait mon dépistage ou qui me prend en charge connaît la PrEP et peut donc me la proposer si c'est indiqué pour moi? Il y a ça aussi qui est important à vérifier dans le système. Parce qu'on a eu il y a eu des études qui ont été faites ailleurs là, en rendant la PrEP gratuite et ça a eu des résultats positifs. On a ces données-là. Clairement, à Paris, à Londres, il y a eu des programmes de PrEP gratuite. En Colombie-Britannique, la PrEP est gratuite pour les ARSA, l'acronyme qu'on n'aime pas ce soir. Donc oui, il y a des programmes de gratuité de PrEP qui existent. Au Québec, il n'y en a pas. Et nous, comme organisme communautaire, étant donné que c'est une stratégie qui a fait ses preuves, on a participé en 2013 dans une étude française hyper gay. On était l'organisme communautaire au Québec pour ça. Il y a des études, en fait, déjà depuis plus de 10 ans qu'on parlait de PrEP par réseau, puis on commençait à avoir les données avec l'efficacité. Donc, pour nous, c'est clair qu'on veut une PrEP gratuite ou du moins plus accessible parce que c'est une stratégie qui fonctionne. Puis, dans la vie de la personne, des fois, ça va évoluer, va la prendre pendant un certain temps, va aller vers d'autres stratégies. Et c'est la prévention combinée aussi qui est la clé. Donc, pas juste la PrEP, mais les condoms, puis d'autres stratégies, la PPE, donc l'inverse de la PrEP après avoir pris un risque. Et aussi, il ne faut pas oublier, on parle de prévention, mais un traitement VIH pris régulièrement, ça fait donc une personne qui est indétectable. Donc, ça fait aussi partie de l'équation de la prévention. On dit souvent, un peu à la blague, j'ose dire, là, mais c'est moins risqué d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive qui prend son traitement qu'une personne qui nous dit « moi, je suis correct ». Puis qui ne sait pas, puis qui finalement. Puis qui s'est pas fait dépister de PEP depuis 3 mois, puis qui ne sait pas, finalement, ou peu importe. Donc, puis il y a tout un enjeu de connaissance, évidemment, derrière ça. J'aimerais terminer en parlant d'argent. Évidemment, le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a une grande nouvelle à nous annoncer? Non, ben même une mauvaise nouvelle. On a appris cette semaine que le réseau SIDA Maladies infectieuses avait perdu presque la totalité de son financement du Fonds de recherche du Québec Santé, qu'il recevait depuis sa fondation il y a 30 ans. Juste pour vous donner de mémoire, là, il recevait 800 000 par année et là, c'est 100 000 maintenant. Donc, ça compromet évidemment leurs activités. Les organismes communautaires comme vous crient famine depuis longtemps, on le sait. Donc, il en faut plus. Mais pour vous, c'est pas juste une question de montant d'argent. Il y a vraiment aussi quelque chose dans la structure de financement qui pose problème. Complètement, oui. Puis en fait, je suis évidemment désolé pour le réseau qui voit son financement coupé. Réduire dans la recherche, c'est jamais bon signe. Je disais plutôt, réseau, on a participé à énormément de projets de recherche depuis des années. Mais pour revenir à la question, c'est sûr que tous les organismes communautaires, on l'a vu pendant la pandémie, servent à quelque chose, peu importe le domaine et l'enjeu. Et le politique n'a pas cessé de dire les organismes communautaires font du bon travail et ont servi à quelque chose pendant la pandémie. Faudrait que les bottines suivent. On doit souvent faire des demandes de financement, du financement par projet et être continuellement à la recherche de financement et pour maintenir nos activités. Mais au-delà de ça, ce qu'on a vu avec la gestion de la Mpox à Montréal, variole simienne de mai 2022 à décembre 2022, c'est que on va souvent vers les organismes communautaires pour leur expertise, pour leur connaissance terrain. Comment je dois adapter mes services dans un contexte qui a une éclosion d'un nouveau virus qu'on ne connaît pas? On revient à l'adaptabilité qu'on parlait plus tôt. Bien sûr, on travaille avec la santé publique, on travaille avec les milieux cliniques médicaux et cette collaboration tripartite est essentielle pour réduire toute transmission. Mais derrière ça, est-ce qu'on peut réfléchir structurellement, donner plus de pouvoir aux organismes communautaires au-delà de l'argent pour non seulement pas aller vers eux, elles, quand il y a des urgences, mais
tout le temps, en tout temps, les intégrer dans les structures et voir quelles sont les autres stratégies de prévention qu'on peut avoir outre la PrEP, PPE, dépistage qu'on connaît, qu'on peut mettre en place, peut-être changer certains actes médicaux qui sont réservés à certaines personnes du milieu de soins pour qu'on ait accès à un dépistage plus rapidement et tout ça. Donc, ça, c'est des fois des enjeux. Ce n'est que quelques exemples parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais que systémique, structurellement, il y a des choses qu'on peut faire qui seraient, à mon avis, avantageuses à moyen et long terme. Et c'est pas la première fois qu'on entend ces propos-là à notre micro depuis l'automne. Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l'organisme Réseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. La coalition Nous ne serons pas sages, qui demande la dissolution du comité de sages sur les questions de genre, organise sa première assemblée publique de mobilisation le dimanche 18 février à Montréal. L'objectif de la rencontre est d'échanger, de former des comités et de coordonner des initiatives populaires afin d'élargir cette coalition. Jusqu'à maintenant, plus de 80 organisations ont signé l'appel à l'action de Nous ne serons pas sages. Près d'un adepte de jeux vidéo sur 5 ferait partie des communautés LGBTQ+, selon une nouvelle enquête réalisée par l'organisme américain de défense des droits GLAAD, G-L-A-A-D. Cette proportion contraste avec la représentation LGBTQ+, dans les jeux vidéo, où seulement 2 % des personnages font partie de nos communautés. Le rapport soutient qu'une meilleure représentativité contribuerait à améliorer l'inclusivité entre les communautés de joueuses et que cet espace sécuritaire est essentiel pour des personnes LGBTQ+, qui vivent dans des régions où leurs droits sont opprimés. Et à Bangkok, en Thaïlande, pour la Saint-Valentin, des dizaines de couples ont participé à de fausses cérémonies de mariage en prévision d'un changement législatif espéré d'ici l'été qui autoriserait les mariages pour les personnes de même sexe. Ces cérémonies ont reçu l'appui de la Ville qui soutient le projet de loi qui a passé une première étape législative importante en décembre dernier. La nouvelle loi offrirait également des droits en matière d'adoption et d'héritage familial. Oui, premier segment. Je suis toujours perdu parce que c'est la première fois qu'on fait ce segment-là à l'émission aujourd'hui, le segment humour avec Trana Wintour. Rebonsoir. Rebonsoir. Je suis vraiment très, très content de t'accueillir sur la scène du Normandie. Merci. Et d'ouvrir le bal, comme je l'ai dit en début d'émission, avec toi. On va parler un petit peu de toi pour te présenter à l'auditoire. Est-ce que tu peux nous parler comment tu as commencé en humour? Mais tout le monde commence pratiquement de la même façon. On commence tous par un open mic. Mais pour moi, j'ai jamais, en grandissant, j'étais même pas vraiment une fan de l'humour d'une manière générale. Moi, j'étais beaucoup plus inspirée par la musique pop et les divas. Mais pour faire une longue histoire courte, finalement, l'humour était la mode d'expression que je cherchais tout le temps quand j'étais jeune et dans mon adolescence, mais je le savais même pas. Et qu'est-ce qui a déclenché à un moment donné que tu t'es dit, hey, là, ça, c'est pour moi? Mais en fait, c'était grâce à deux artistes, Margaret Cho et Sandra Bernhard, parce que c'est des humoristes, mais qui jouent avec la forme d'une manière que j'ai jamais vue avant. Et en les voyant, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça que je recherchais. Et comment tu décrirais ton type d'humour? Je pense que mon humour est quand même personnel. C'est vraiment mon point de vue sur le monde. C'est pas des observations générales. Je parle beaucoup de mes expériences, ma vie romantique. Et il y a également une grande dimension de la culture pop dans mon humour, parce que c'est ça qui me fascine et m'intéresse le plus. Et d'ailleurs, ça transparaît dans le sujet de ce soir. Oui. Je rappelle un peu qu'est-ce que c'est ce segment. Ce sont des billets d'humeur. Donc, chaque semaine, il y aura une humoriste qui sera de passage pour livrer une réflexion sur un sujet d'actualité, un sujet de société. L'objectif, c'est de prendre un recul avec l'humour, la caricature, la réflexion pour rire. Parce qu'on a le droit de rire quand même. Hein? C'est pas parce Quand même. Ben oui, mais il y a eu tellement de mauvaises nouvelles l'automne dernier. Oh, ça termine jamais, à chaque jour. Donc là, on va essayer d'alléger l'atmosphère. Oui, quand même. Alors, écoute, je te cède la parole pour ce premier billet qui parle d'une chanteuse que j'ai découverte tout récemment. Non, c'est pas vrai. On parle ici de... Taylor Swift. Avis aux Swifties, Oui. ouvrez vos oreilles. Alors, je te cède la parole. Vas-y, Twana. Merci.
La semaine dernière, j'ai fait quelque chose de très dangereux. J'ai tweeté que je pense que Taylor Swift est la personne la plus plate de la planète. 5 minutes plus tard, j'ai dû entrer dans la protection des témoins. 78% de mes abonnés sont des femmes âgées de 18 à 39 ans. Alors pour moi, dénoncer Taylor Swift est plus dangereux que dénoncer Israël. Il n'a fallu que quelques minutes après mon tweet que les Swifties m'attaquent. Ils ont moqué mon apparence, ils ont essayé de me convaincre qu'elle était incroyable et ils ont affirmé que j'étais obsédée par Taylor Swift. Je ne suis pas obsédée par Taylor Swift, mais je suis obsédée par l'idée de comprendre comment la personne la plus plate au monde, selon moi, est devenue une méga star internationale. Je ne dis pas que Taylor n'a pas de talent, mais ses chansons sont assez bonnes et bien produites, mais sa voix est parfaitement correcte, mais qu'apporte-t-elle réellement à la table? Lorsqu'on a demandé à la légendaire Aretha Franklin ce qu'elle pensait de Taylor Swift, elle a simplement répondu « Beautiful gowns ». Mais les robes de Taylor ne sont même pas très belles. Avant les Grammys, il y a quelques semaines, j'étais plutôt neutre à propos de Taylor. Mais ça a changé pour moi lorsqu'elle a accepté son prix des mains de la reine Céline Dion. Taylor est montée sur scène, a fait l'idiot et a saisi le trophée des mains de Céline sans même la regarder dans les yeux. De nombreux fans ont essayé de justifier les actions de Taylor en disant qu'elle était excitée et rattrapée par le moment. Mais je suis désolée. Rien ne justifie ne pas regarder dans les yeux la personne qui vous remet un prix. Taylor a remporté 4 fois le Grammy de l'album de l'année. Ce n'est pas une nouvelle expérience pour elle. Plus tôt dans la soirée, Taylor a remporté un autre Grammy. Et lors du discours de remerciement, elle n'a même pas remercié personne. Elle a profité de ce moment pour annoncer et promouvoir son nouvel album, Tacky. La soirée des Grammys m'a montré que Taylor Swift est aussi calculatrice et égocentrique que n'importe quel autre mégastar. Pour atteindre ce niveau de succès, il faut, jusqu'à un certain degré quand même, être narcissique. Tout le monde aime agir comme si Taylor est une petite fille douce, innocente et sans défense, y compris Taylor elle-même. Mais ce n'est même pas une petite fille, c'est une femme d'âge moyen. Si nous considérons que l'âge moyen commence à 34 ans. Lorsque j'ai tweeté mes pensées plus tard dans la soirée, les Swifties sont venus m'attaquer à nouveau. Cette fois-ci, ils m'ont traité de misogyne. Cela m'a montré à quel point Taylor a été capable de vendre à ses fans un récit dont elle est au-delà de toute critique et que n'importe quelle critique dit à son sujet est automatiquement de la misogynie, ce qui est ridicule. Je comprends que la musique de Taylor compte beaucoup pour beaucoup de monde. Madonna est mon artiste préféré, mais je la critique tout le temps. Quand j'avais 10 ans, chaque fois que quelqu'un disait du mal de Madonna, je prenais cela comme une insulte personnelle. Mais j'avais 10 ans. Une fois l'école secondaire terminée, toute votre identité ne peut pas être celle de votre chanteur préféré. Et comme Taylor, ces fans qui m'attaquent ne sont pas si jeunes que ça. J'ai le droit de ne pas aimer Taylor Swift. Ne pas l'aimer n'est pas de la misogynie. Aucune personne ne peut être exemptée des critiques en raison de son identité. Critiquer les femmes n'est pas en soi misogyne. Il y a des femmes qui sont des mauvaises personnes. Elles existent. Regardez Mélanie Joly. Je ne suis pas misogyne pour avoir dénoncé Taylor Swift. Tout comme vous n'êtes pas transphobe si vous n'avez pas aimé ma chronique ce soir. Merci. Merci, Trana, d'avoir brisé la glace pour ce premier segment. Ça fait plaisir. Et puis, on va simplement prendre une petite pause musicale pour faire une rotation des invités sur scène et on vous revient tout de suite après.
Ah voilà, il manquait une petite ouverture de micro, quoi. Là, il y avait Christopher qui s'en venait sur scène, mais tellement nonchalamment. Arrête à parler à Trana, arrête à parler à telle personne, J'avais des choses arrête à de parler à dire. telle personne. Désolé, je suis pas très fan de Taylor Swift non plus, donc voilà, c'est juste ça. Donc, tu t'es dit, OK, moi, je prends mon temps. Bon, mais écoute, c'est la première fois que vous venez à l'émission. On va vous pardonner cette fois-ci. Merci. Voilà. Donc, Christopher Ditzel, j'en profite pour vous présenter que vous êtes postdoctorant en communication à l'Université Concordia. Vos recherches portent sur l'intersectionnalité entre le genre, la sexualité, la sécurité, la santé et la technologie, avec une spécialisation sur les applications de rencontres et les réalités LGBTQ+. Et donc, comme c'est la Saint-Valentin, l'occasion était vraiment trop belle pour qu'on puisse parler de tout ça, de dating en 2024. Mais juste pour les gens qui nous écoutent de la maison, pouvez-vous vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, moi, je m'appelle Christopher Ditzel. Chris, c'est bien aussi. Il, c'est mes prénoms. Moi, je suis un homme blanc, gay. J'ai des cheveux bouclés en or. J'ai des lunettes noires. Je porte là un peu rose. Dans la thématique de la Saint-Valentin. Ouais, voilà. J'ai fait exprès. Bon, comme moi. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+, ça? De faire partie de cette communauté, ça veut dire qu'en fait, on a la liberté de vivre comme on veut. Je pense que c'est bien parce qu'on a les choix de réfléchir et de penser à quel point on veut vivre la vie qu'on veut. Donc, c'est pas comme les hétérosexuels qui ils ont déjà peut-être une vie qui est décrite. Nous, on peut décider ce qu'on veut faire avec nos vies. Et même, on a une certaine liberté de nous exprimer, de développer nos identités, de juste penser différemment de nos vies et même les vies des personnes autour de nous, comme la famille. On peut choisir notre famille, on peut choisir notre relation. On a un peu plus de liberté, on peut dire. Donc, parlons-en de dating. Je connais peu de personnes célibataires qui n'utilisent pas les applications de rencontre. Oui. J'ai des amis pour qui ça a fonctionné, d'autres non. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la proportion des couples qui se forment après une rencontre qui a été initiée sur les réseaux sociaux versus la proportion des couples qui se créent après une rencontre dans la vraie vie? C'est une très bonne question et justement en préparation pour cette soirée, pour cette discussion, je cherchais des statistiques en ligne, mais c'est pas comme il y a des bonnes statistiques pour nous donner une idée exactement combien de personnes se rencontrent grâce aux applications de rencontre ou en ligne ou comparé aux personnes qui se rencontrent en personne dans la vraie vie. Cela dit, j'ai cherché sur Statistique Canada, juste pour voir combien de personnes qui sont célibataires dans notre pays. Et apparemment, il y a peut-être 12 milliards de personnes qui sont célibataires. 12 millions? 12 millions, merci. Millions de personnes qui sont célibataires au Canada. Et c'est estimé qu'il y a peut-être 2 milliards. 2 millions? Encore, merci. qui se sont rencontrés grâce aux applications ou les sites. Donc, c'est quand même une petite proportion. Oui, mais cela dit, c'est juste une estimation. Oui, donc, okay. En fait, j'ai cherché ailleurs et ce que j'ai trouvé, c'est peut-être un pourcentage entre 10% et 40% de personnes qui se sont rencontrées ou qui utilisent les applications ou les sites web. OK. Donc voilà. Les rencontres en vraie vie, ça reste encore populaire. Oui, assez. Mais juste pour donner une petite parenthèse encore, c'est pas distingué entre les personnes de certains âges. Donc, bien sûr, la plupart des personnes qui sont célibataires sont les jeunes et eux, ils sont les personnes qui utilisent les applications de rencontre de plus. Mm-hmm. Donc, on peut dire que les pourcentages sont encore plus élevés chez les jeunes que les autres. Vous avez participé l'automne dernier à une soirée qui s'appelait Confession nocturne. J'y étais. C'était une soirée de discussion organisée par le Club Sexu sur les applications de rencontre. Et puis, c'était flagrant, autant chez les gens qui étaient sur scène, mais les gens dans la salle aussi. Il y avait vraiment une relation amour-haine avec les applications. Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique que cette dualité, elle est si répandue? Oui, c'est une bonne question parce que c'est un peu comme nos expériences avec les technologies. C'est comme de l'un côté, c'est très bien parce que ça nous facilite des connexions. On peut rencontrer des personnes facilement. On a le contrôle sur nos expériences. Donc, on peut choisir quand on veut rencontrer quelqu'un, quand on veut rencontrer quelqu'un. Donc, c'est vraiment le contrôle. C'est personnel. Même juste
pour genre le plaisir de jouer avec les applis. C'est une façon de se flatter, c'est une façon de chercher des validations. Il y a plein de choses que ça nous apporte avec les expériences en ligne grâce aux applications de rencontre. Mais en même temps, c'est sûr que si on a l'espoir de rencontrer quelqu'un, ça peut être difficile. Et aussi, c'est que si on retourne aux questions des populations des personnes LGBTQ+, c'est pas à dire que chaque personne dans nos communautés reçoive la même attention des personnes. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a la discrimination, la violence, le harcèlement qui peuvent être plus présents chez certaines populations à cause de leurs identités. Donc, c'est sûr qu'il y a des mauvais côtés et aussi des bons côtés, mais ça joue entre les expériences dans les expériences, ça joue dans les expériences des personnes. Ouais. Je suis arrivé un peu plus tôt ce soir et je parlais avec un client du bar et je lui disais qu'on allait parler d'application de rencontre. Et là, tout de suite, « Ah, moi, je veux pas qu'on parle de ça. » On sentait là, cette espèce d'écœurantite aiguë. Là. Comment est-ce que cette dualité, encore une fois, amour-haine, vient influencer autant la santé sexuelle que la santé mentale des utilisatrices? Oui, encore avec la question, parce que si on va dans ce chemin, on peut parler aussi de la santé mentale et la santé sexuelle. Ça, ça serait un bon sujet d'aborder aussi. C'est que, encore avec les technologies, on peut être accroché aux applis en espérant qu'on trouve quelqu'un. On peut passer beaucoup de temps pour faire passer le temps. Donc, dans ce sens, c'est sûr que ça peut diminuer notre santé mentale. Donc, c'est vraiment... une forme de dépendance qui se développe. Ça peut être, c'est sûr. Mais aussi, si on parle d'autres types de santé, comme la santé sexuelle, c'est bien de faire attention aussi, parce que, comme Alexandre a remarqué avant, c'est important que... Si on pense que tout le monde nous présente la vérité, qu'on en se rend compte avec les applis, c'est pas dire qu'ils sont vraiment quelqu'un qui est honnête. Donc, il faut, si on parle de la santé sexuelle, il faut pas forcément croire. Bien sûr, on va croire en la personne, mais on ne sait pas à quel point les informations qui nous sont présentées sont précises ou à date. Donc, c'est juste comme il faut faire attention des fois aussi. À la confiance aveugle, ouais. Un petit frein. Ces applications, est-ce qu'elles se sont adaptées au fil des ans aux multiples réalités LGBTQ+. Je pense entre autres aux questions sur le genre, sur l'attirance, sur le type de relations recherchées. Est-ce que se sont rendus de bonnes élèves ou il y a encore du travail à faire? Dans quel sens? Est-ce que les applications en général aujourd'hui vont permettre aux utilisateuristes de bien refléter leur identité de genre, que ce soit parce qu'elles sont non-binaires, trans? Oui. En fait, c'est sûr qu'il y a du progrès avec les applications depuis quelques années. Et c'est sûr qu'avec les applis comme Tinder, Bumble et d'autres, comme Grindr aussi, il y a beaucoup plus de choix maintenant pour le genre. Donc, tu peux choisir. Il y a même, je pense que c'est Grindr qui a plus que 50 options de genre que tu peux choisir. Donc, c'est vraiment, on voit beaucoup plus de variété pour les choix de genre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on peut se présenter dans plusieurs façons, Tinder, par exemple, et Bumble, il y a toujours des catégories qui sont assez simples. Comme avec Tinder, tu peux choisir homme, femme ou plus, donc il y a beaucoup de choix de genre. Mais pour les choix d'affichage, c'est juste comme homme, femme et tous. Donc les filtres de recherche. Pour les filtres de recherche. Donc on peut s'identifier de plein de manières, mais on ne peut pas chercher plein de types de profils. Oui, exactement. Donc, même s'il y a beaucoup plus d'options qu'avant, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'options qu'avant, c'est assez simple comme les choix en même temps. Ouais. Donc ça, c'est l'aspect qu'on voit, l'aspect qu'on peut, sur lequel on a une action possible. Ouais. Mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont moins visibles, des enjeux technologiques, tout à fait. Entre autres les algorithmes. Ouais. Ça pose des questions. Oui. C'est sûr qu'on pense que les technologies sont neutres. C'est souvent, on ne réfléchit pas à quel point il y a la discrimination qui est dans les technologies. Mais en fait, l'intelligence artificielle, les algorithmes, en fait, ils sont basés sur les expériences des personnes hétérosexuelles et souvent sur les personnes qui sont blanches. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes cis, donc non trans.
Donc, c'est-à-dire que en fait, les systèmes qui sont souvent utilisés par ces compagnies pour Mettre genre, en contact les gens. oui, bah, pour filtrer les gens, pour vérifier les photos, tout ça qui se passe derrière l'écran, ils sont tous basés dans un sens assez hétéronormatif et aussi blanc et pas très divers. Donc, ça, c'est un enjeu. Ouais. Justement, parlons-en de la race, de l'ethnie. C'est une information qu'on peut encore afficher sur beaucoup d'applications. Est-ce que c'est une catégorie d'informations qu'il faudrait idéalement supprimer ou encore est-ce qu'il faudrait empêcher les filtres de recherche avec ce critère-là? Il y a des applications qui l'ont fait d'ailleurs, ça. Est-ce que c'est la bonne approche? Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quelques années, avec le meurtre de George Floyd aux États-Unis, donc c'était en 2020, il y avait une grosse manifestation aux États-Unis et ailleurs pour dire que le racisme, c'est pas bon, mais aussi pour confronter, pour promouvoir plus d'égalité dans la société. Donc, après ces mouvements, les applications, en fait, ils ont enlevé les filtres de recherche qui à l'époque avant, qui étaient basés sur... en fait, c'était une des options de filtrer les personnes selon la race. Donc, en fait, ils ont supprimé ce filtre pour créer un espace moins raciste. C'était ça l'idée. Donc, c'est sûr que, encore, je vais parler des deux côtés. D'un côté, c'était bien parce qu'il y avait des personnes qui utilisaient ces filtres pour chercher ou peut-être exclure des personnes de certaines races, mais aussi ces filtres étaient utilisés par des communautés noires et d'autres communautés racialisées pour chercher d'autres personnes comme eux. Donc, en fait, ces filtres, oui, les filtres étaient utilisés par les personnes blanches pour exclure des personnes de couleur. Ou mais en même temps, des groupes de fétichisés. Oui, on peut parler de ça aussi. C'est sûr que la fétichisation des personnes, c'est encore un autre problème. Donc, il y a le racisme et la fétichisation. Mais donc oui, on peut continuer dans ce sens. Oui. Mais oui, juste pour revenir à la question des filtres. Oui, donc de l'un côté, c'était bien en fait, c'était bien de les enlever parce que ça revoquait ce problème de racisme et fétichisation. Mais de l'autre côté, c'était en fait un mauvais choix pour quelques communautés parce que pour eux, c'était plus difficile maintenant pour trouver les bonnes personnes. Je m'excuse. Oui. Ouais. Donc, c'est un outil qui était utilisé. On leur a enlevé cet Ouais, outil-là tout à fait. unilatéralement. Revenons-en sur cette fétichisation. Oui. Comment la prévenir ou comment faire de la sensibilisation sur ce sujet-là? Est-ce que ça revient aux applications? Est-ce que c'est un enjeu de société, un débat de société qu'il faut avoir? Est-ce que c'est comme la lutte contre le VIH, ça doit se faire sur plusieurs fronts? Oui, en fait, parce qu'on voit que la fétichisation, c'est pas unique aux personnes de couleur, c'est aussi contre les personnes trans ou non-binaires. C'est sûr qu'il y a des personnes qui cherchent, qui fétichisent, qui pensent aux autres personnes comme des objets de désir. Donc, en fait, ça diminue la valeur d'une personne et ça le rend comme un objet. Donc, c'est sûr que ça serait bien d'éduquer les gens, de faire sensibiliser les gens parce que, absolument, on ne veut pas créer les autres personnes juste comme un désir. De nos jours, on peut retrouver beaucoup d'informations sur les profils. Si on a des animaux de compagnie, si on est lève tôt, lève tard, Oui. est-ce qu'on garde notre batterie de téléphone chargée à bloc ou quasi morte, si on veut des enfants ou non. Est-ce qu'il reste encore de la place pour le plaisir de découvrir? Je dirais que oui, mais encore si on parle des applis et des filtres, c'est sûr que maintenant, on a beaucoup de contrôle sur nos expériences. Et ce n'est pas unique aux applications de rencontre, c'est avec la technologie en général. On peut chercher ce qu'on veut, quand on veut, comment on veut. Donc, dans ce sens, ça simplifie nos expériences d'amour et on pense que c'est peut-être... On peut programmer, on peut chercher, surtout avec les algorithmes et avec l'intelligence artificielle. On pense que la technologie peut nous aider à trouver exactement la bonne personne selon nos critères. Donc, oui, si on casse un peu ces blocs de juste penser que c'est juste mes pensées qui sont parfaites pour moi, si on relâche un peu, je pense que ça serait bien de rester ouvert et de trouver des personnes qui peuvent peut-être
être hors de nos pensées, mais qui peuvent nous rendre des bonnes choses dans la vie. Donc, je dirais que oui, c'est possible avec les applis, mais ça serait bien aussi de rencontrer les personnes, pas uniquement avec les applis. Genre, chercher grâce à nos communautés, peut-être sortir, écouter un balado comme tous. Donc, un jour, on va avoir un palmarès. Hein? Les couples tous. Imagine. Mais oui, donc, ouais, c'est possible, mais si tout le monde reste sur les critères, si tout le monde reste très spécifique, avec ce qu'ils cherchent sur les applis, je pense que ça serait plus difficile. Ouais. Je terminerai en parlant de parentalité, d'homoparentalité ou bon, toutes sortes de parentalité parce que, comme je le disais, maintenant, on peut inscrire si on veut des enfants ou non, ce qui n'existait pas il y a plusieurs années. Et puis aussi, il y a plusieurs années, c'était un peu plus homogène, les projets de vie. Il n'y avait pas nécessairement autant de gens qui voulaient fonder une famille. Aujourd'hui, moi, honnêtement, pour swiper, j'en vois beaucoup qui inscrivent qui veulent des enfants. Ben, pour moi, ça vient swiper à gauche parce que c'est pas un projet que je veux, mais ça vient... avant, il y avait comme une facilité de dire tout le monde cherchait la même chose. Là, on cherche plus du tout la même chose. Est-ce que le fait qu'il y a autant de personnes qui indiquent vouloir des enfants, on doit le prendre comme un bon indicateur des communautés LGBTQ+, par rapport à leur intérêt à fonder une famille? Est-ce qu'il y a une corrélation qu'on peut observer? Est-ce que c'est trop ténu comme lien? Ben, je pense que c'est intéressant parce que c'est sûr que ce qu'on voit avec notre société a évolué. Donc, c'est sûr qu'on est plus ouvert maintenant, il y a plus d'options. Donc, les personnes LGBTQ+, on a des opportunités maintenant qu'on n'avait pas avant. Et c'est sûr que devenir parent, ce n'est pas forcément facile ni possible pour tout le monde avant. Donc, c'est sûr avec le changement de la société, c'est bien de voir que c'est possible pour les personnes maintenant. Mais... pour revenir à ta question, je pense que même si c'est possible, c'est pas dire que tout le monde peut le faire, ni tout le monde veut le faire. Donc, comme j'ai expliqué au début, c'est comme une certaine chose qui est unique et spéciale pour la communauté LGBTQ+, c'est qu'on peut vivre nos vies comme on veut. Donc, même si on a la capacité, on peut avoir des enfants, c'est pas comme on est obligé de le faire. Donc, dans ce sens, c'est pas... c'est hétéronormatif de penser qu'un homme et une femme vont avoir un enfant, mais avec un couple queer, c'est pas forcément le cas. Ouais. Mais là, je voulais vous amener quelque part aussi parce qu'il y a un concept que je ne connaissais pas, que j'ai appris grâce à Christopher, l'homonormativité. Oui. Évidemment, on va finir là-dessus parce que c'est quoi ça vient d'où, l'homonormativité? On va finir par le dire. Oui. Donc, la hétéronormativité, c'est-à-dire que notre société est basée sur les expériences des personnes hétérosexuelles. Donc, on donne des privilèges aux hommes hétérosexuels et aux femmes hétérosexuelles, comme devenir parent, comme avoir un couple, on pense à un couple comme un homme et une femme, mais la homonormativité, c'est l'idée qu'on projette ces mêmes idées, les mêmes privilèges aux personnes homosexuelles ou les personnes queer, dans ce sens. Donc, en fait, pour l'homonormativité, moi aussi, j'ai du mal des fois. Pour l'homonormativité, en fait, c'est de recréer les normes hétéronormatives chez une population LGBTQ+. Donc, si on parle des droits, si on parle des privilèges, si on parle des couples, si on parle de parents, si on parle de plusieurs choses, c'est d'essayer de recréer les mêmes formulaires chez une autre population. Donc, dans ce sens, je pense encore que c'est pas forcément une mauvaise chose, une bonne chose. C'est juste que maintenant, on a la capacité, on a le choix, comme des personnes LGBTQ+, de choisir ce qu'on veut. Et si on veut suivre le même chemin que les personnes hétérosexuelles, très bien, allons-y. Sinon, on a d'autres opportunités à définir nos vies comme on veut. Voilà. on a réussi à l'expliquer, l'homonormativité. Christopher Dietzel, postdoctorant en communication à l'Université Concordia, merci beaucoup d'être venu nous parler d'application de dating en 2024. On
On va maintenant parler de cinéma avec Parfaite Mouswanga. Bonsoir, Parfaite. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire sur scène ce soir? Ah, mon Dieu, oui. Alors, je ne suis pas du tout dans votre thème. Je suis habillée tout en noir. J'ai rien contre la Saint-Valentin. C'était... Moi, j'ai un petit veston quand même. Oui, on avec les distingué. manches retroussées. J'ai un haut de sport noir. Bon, voilà. Et puis, voilà. J'utilise les pronoms elle toujours. Je suis toujours une femme noire. Et j'ai ce soir un micro-chignon. Toujours pas de rallonge qui sont revenus. Non, pas tout de suite. Alors, on va parler d'un film qui a pris l'affiche le 2 février au Québec. On a eu la chance de le voir, et toi et moi. Et il s'agit de Ma Saigon, qui veut dire Mère Saigon, de Koalé. Oui. Alors, c'est son deuxième long métrage après Ba Noi, qui veut dire grand-maman, qui est sorti en 2013. Donc, on est quand même 10 ans plus tard. Il faut savoir que Koalé, c'est un réalisateur méticuleux. Il prend le temps de créer l'œuvre la plus complète avec toutes les images qu'il récolte. Et quand il parle de Ma Saigon, il dit qu'il ne voit pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Et on arrive à le comprendre. Le film, c'est un assemblage de fragments de vie intime de membres de la communauté LGBTQ+, dans leur quotidien au Vietnam. Pour certains, dans leur art, on les voit, on les suit. Et on les voit surtout dans les liens qui les unissent entre eux. Et donc, je retiens surtout... c'est ça, leur besoin d'amour, d'acceptation, d'appartenance, leur envie d'exister, des quêtes qui sont finalement universelles. Il a reçu plusieurs prix, dont celui du prix spécial du jury lors de la récente édition du Festival des rencontres internationales du documentaire à Montréal. Et toi, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que tu as apprécié ce film? Bien, alors, c'est un film avec une magnifique composition d'images, parfois assez contemplatif, faut dire. Pour moi, c'est un film doux qui se reçoit un peu comme un poème. On peut autant se laisser transporter dans son univers, un peu comme si on partait en voyage, mais on peut aussi le regarder en s'attardant au langage cinématographique, qui est quand même assez singulier. Il a une signature bien à lui. Oui, on peut passer de plans-séquences très intimes à un montage plus rythmé. Puis l'œuvre, elle est colorée, mélodieuse. Il y a des moments qui tirent des rires qui sont sincères. J'ai éclaté de rire à quelques reprises. Notamment, il y avait une scène, et toi aussi, je pense que tu l'as trouvé drôle. Donc, on suit un couple queer avec leurs parents et ils se promènent en ville et il y a une installation avec des courges gigantesques qui pendent de l'installation et les parents capotent sur les courges, mais littéralement se prennent en photo avec les courges, des selfies. C'était quand même cocasse. C'était délicieux, un peu improbable, mais incroyable. Puis je retiens aussi une scène où on voit une mère assister au show de drague de son enfant et on suit toute la scène à travers son regard. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le numéro au final, mais on voit plus les yeux scintillants d'une mère qui voit son enfant performer et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et Koalé, dit que son film, il ne raconte pas juste une histoire, que ce sont plutôt des fragments de vie qui laissent une impression et que l'accumulation de ces impressions nous font ressentir des choses. D'où ces segments assez contemplatifs par moment. Pourquoi c'est important pour le réalisateur de représenter cette communauté queer vietnamienne? Bien, il raconte que plusieurs réalisateurs tendent trop vers des clichés et des caricatures quand il est question de représenter la communauté LGBTQ+ au Vietnam. Il y a toujours cette espèce de couche d'exotisme qui n'est pas nécessaire. Et donc, lui, il voulait s'assurer de bien les montrer à l'écran. Et c'est aussi toute sa force, donc illustrer l'intimité et l'expérience humaine dans toute sa diversité. En entrevue à Radio-Canada, il dit qu'il avait envie de s'attarder à la banalité. Et il le dit très bien que ce sont des humains comme nous, avec une identité différente. Ils sont flamboyants, lumineux, extraordinaires, mais ils sont tout à fait ordinaires. Il dit aussi qu'il fait du cinéma documentaire avec des amis et pas des sujets ou des protagonistes. Il aime et il admire profondément ceux qu'il met à l'écran. Donc, il crée un lien de confiance qui passe d'abord par la relation humaine et de cette manière-là, il arrive à avoir accès à toute cette intimité. Et ça transparaît beaucoup quand on regarde le film. Et en complément, on peut poursuivre l'expérience sur le site Internet du film. Alors, pour alimenter justement la réflexion autour du film et offrir un espace d'échange, il y a l'espace Ma Saigon en ligne qui propose un lieu où les membres de la communauté LGBTQ+, peuvent
partager leur lumière, leurs témoignages, livrer leur histoire, ou s'imprégner d'autres histoires aussi. Il y a des témoignages qui sont vraiment marquants. Il y en a qu'on retrouve dans le film, comme celui de Dan, qui est une jeune femme trans, qui, à un moment, raconte une date qu'elle a eue. Et elle dit, c'était la première fois que je rencontrais un homme sans lui dire que je suis transgenre. Je veux plus avoir à m'expliquer et me justifier. On est la nouvelle génération. On doit montrer notre nouvelle image. On fait des tonnes de choses fucking incroyables. Je me souviens de ce moment dans le film, effectivement, c'était touchant. Le film est à l'affiche au cinéma du Parc, mais il faut faire vite, il quitte les écrans vendredi. Par contre, samedi, le 17 février, il y a une séance à la Cinémathèque en présence du cinéaste Koalé. Et pour les gens de Québec, il y a une projection au cinéma Beaumont le 15 février. Et autre sujet aujourd'hui dont tu veux nous parler, le festival Transcendance organisé par Massimadi. Oui. Alors, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora afrodescendante. Et à cette occasion, le Festival Massimadi organise une édition spéciale sur le thème de la transcendance. Donc, du 15 au 18 février, au Musée McCord, il va y avoir une sélection de films qui abordent les réalités des communautés noires LGBTQ+. Et à quoi ressemble un peu la programmation? Il y a au moins le film d'ouverture, je pense, qui a capté ton intérêt. Oui, le film d'ouverture, donc, qui s'appelle Disruptor Conductor, qui est sorti en 2019. Donc, ce film documentaire revient sur la vie de Daniel Bartholomew Poyser, qui est un chef d'orchestre canadien noir et gay de musique classique. Le film parle de son implication dans la communauté LGBTQ+, et de son rôle inspirant dans le monde musical, et de sa volonté de se servir de la musique pour dépasser les barrières sociales et unir des publics variés. Donc, il y a par exemple la création du spectacle Torgy and the Torchestra en 2019 avec la drag queen Torgy Thor. Quel bon titre de spectacle, je quand trouve même. C'est phénoménal. Franchement, il fallait y penser. C'est une tournée qui avait été acclamée en Amérique du Nord en 2019, qui a tourné à guichet fermé. Et là, parenthèse, le spectacle s'en vient à Montréal le 9 mai à la Maison Symphonique. Là, il faut comprendre, c'est l'occasion d'entendre des classiques revisités de Beethoven et des morceaux de Beyoncé et de Madonna et de Dolly Parton. Voilà, fin de la parenthèse. Si ça vous tente, si ça vous tente. Mais en attendant, Daniel Bartholomew Poyser, lui, il participera à un panel de discussion après la projection du film le jeudi 15 février, c'est-à-dire demain. Et puis, samedi également, le 17 février, il donnera son premier concert à Montréal. Ça se passe à la salle Pierre Mercure avec l'ensemble Obiora, qui est essentiellement composé de musiciennes professionnelles issues de la diversité culturelle. Donc, toute leur programmation est évidemment sur le site Internet de Massimadi. Et puis, en terminant, parfait, il y a les rendez-vous Québec Cinéma qui s'en viennent. Ça commence le 21 février et ce sera l'occasion de revoir quelques films dont on a parlé à l'émission cet automne et que tu avais beaucoup aimé. Il y en a 4, entre autres, qui s'en viennent. Donc, c'est du 21 au 2 mars, la 42e édition des rendez-vous Québec Cinéma. 2 des 4 longs métrages, on en a parlé à l'émission. Il s'agit de Solo de Sophie Dupuis et Les Jours heureux de Chloé Robichaud. Ça fait une belle occasion de sauter sur l'occasion. Et puis il y a aussi le film documentaire Éviction de Mathilde Capone sur cette colocation queer de la rue Partenay. On avait reçu, c'était pas dans le cadre de la chronique cinéma, mais on l'avait reçu à l'émission. Et aussi le documentaire de acadien. Julien Cadieux. Oui, il y a une étoile. Excellent aussi, je l'ai vu également. Bon? Oui. Les 4, en fait, je le recommande. Je les ai toutes vues et je les recommande. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais bon. Donc, parfait. On se retrouve un peu plus tard, en février ou au mois de mars, quelque chose comme ça. Oui, quelque part au mois de mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà le mot de la fin. Quelques petits messages d'intérêt. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu notre nouveau site Internet. J'ai travaillé là-dessus durant le temps des fêtes. Je vous invite à aller le consulter. Il y a les photos de l'équipe, de l'information sur les collaboratrices. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de garder ce chantier en mouvement. Également, si jamais vous êtes humoriste de la relève, on a des dates disponibles dans notre calendrier de production pour venir faire un billet d'humeur. Parce que l'équipe est occupée, donc vous ne pouvez pas tous les soirs. Si jamais ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un
quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire info@commercialtoust.com ou sur nos réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous inclure au calendrier et de faire rayonner d'autres voix de la relève humoristique. Mes remerciements cette semaine, notre invité Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l'organisme Réseau. Premier segment d'humoriste de la saison. Merci, Trana Wintour, d'avoir cassé la glace. Notre deuxième invité, Christopher Ditzel, postdoctorant en communication à l'Université Concordia. Merci à la culture parfaite Moussouanga, à la technique Lou Perreno et nos interprètes en langue des signes ce soir, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. N'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner à notre infolette aussi, à nos comptes Facebook, Instagram, TikTok. On est là pour vous. Ici, Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous pour cette première de l'année au Normandie et je vous dis à la semaine prochaine.